c'est un Casanova notoire de Miami, adoré des célébrités. Madonna, Jennifer Lopez, Sofia Vergara, tout le monde l'adulait. C'était le roi de South Beach. Mais il cache un lourd secret. Il était agressif, violent. Sa drogue préférée, c'était la rage. Et ses célèbres amis ne peuvent le protéger de son passé. Il a braqué l'arme sur son visage et il a appuyé sur la détente. Cette pauvre jeune fille baigne dans le sang de sa mère. C'est une mort horrible. Ces types ont commis un meurtre et ils s'en sont tirés. Pour Vanity Fair, la journaliste Susanna Andrews a mené l'enquête. Son récit a été publié dans les pages du magazine sous le titre « Disco Inferno ». Le voici en images. Nous sommes en novembre 1999, peu après minuit sur Ocean Drive. C'est l'heure à laquelle les boîtes de nuit commencent à s'animer. C'est un endroit magnifique et paradisiaque. La plage, le ciel, ce sublime bleu qui s'étend à l'infini, et toutes les couleurs pastel des hôtels et des restaurants en plein air. C'est vraiment une destination vouée au plaisir. La vie nocturne est le cœur de South Beach. Et s'il y a bien un homme qui fait battre ce cœur à 100 à l'heure, c'est Chris Pacello. Il a la vingtaine et c'est une superstar. Chris Pacello règne sur le monde des discothèques à South Beach. À cette époque, South Beach était une sorte d'Ibiza. On y allait pour faire la fête et côtoyer du beau monde. Et Chris Pacello était le roi du beau monde. Il a de superbes voitures, il est jeune, il est plutôt gâté par la nature. Les gens tombaient sous son charme. Il a ouvert une boîte de nuit appelée Liquid. Liquid était quelque chose de nouveau à South Beach. Elle a rencontré un succès fou. Les limousines s'arrêtaient. Il y avait Madonna, qui a ensuite fait venir Jennifer Lopez, Puff Daddy, Sofia Vergara. Il y avait tous les mannequins, Naomi Campbell, Kate Moss. J'ai vu Sylvester Stallone, Bruce Willis, Schwarzenegger, toutes les grandes stars. Il faisait des affaires en or. Il est devenu millionnaire avant ses 30 ans. Chris Pacello est le roi de South Beach. La vie lui sourit. Mais tout va bientôt s'effondrer. Voilà un homme qui était littéralement sur le toit du monde et son monde s'est désintégré. C'était le soir du 18 février 1993. Je me souviens que c'était une journée très froide. Et tout à coup, dans un joli quartier de Staten Island, une voiture débarque avec des jeunes hommes à bord. Il y avait 4 personnes dans la voiture ce soir-là. Au volant se trouve un jeune voyou ambitieux surnommé par ses amis The Binger, c'est-à-dire le goinfre. On l'a surnommé ainsi parce qu'il était insatiable en matière de crime. Bagarre, cambriolage, vol de voiture, il a touché à tout. Quand les autres volaient une voiture, il en volait 3. Quand les autres cambriolaient un distributeur, il en cambriolait 4. Aucun crime n'était trop dérisoire et aucun plan n'était trop saugrenu pour lui. Ce soir-là, le Binger a un plan qui pourrait rapporter gros. Il a prévu de s'introduire chez quelqu'un. Le Binger est au volant. Tommy Reynolds est sur le siège passager, il est armé, et Mikey Yamini est assis à l'arrière avec un type appelé Jimmy Calandra. Ils avaient la vingtaine. Les 4 jeunes recherchent la maison de Sammy Shemtov, un homme d'affaires de la région, et de sa femme Judith, âgée de 46 ans.
Ce soir-là, Judith Shemtoff préparait le thé pour elle et son mari dans leur magnifique maison. En février 1993, ça faisait à peine un an, il me semble, que Judith et Sammy Shemtoff étaient mariés. Ma mère l'a rencontré lors d'un blind date, organisé par la fille de Sammy. Ils se sont très bien entendus, ils formaient un couple heureux. Ils passaient de bons moments ensemble. Chacun a 3 enfants adultes d'une précédente union. Arlene, la fille de Judith, nous a demandé de cacher son identité pour épargner à ses enfants des questions désagréables sur l'affaire. Elle nous a élevés toutes seules. Elle travaillait à plein temps, mais elle a toujours été là pour nous, en toutes circonstances. Je ne sais pas comment elle a fait avec 3 enfants, mais elle a toujours été présente. Il n'y avait rien de plus important à ses yeux que ses enfants, et tous ceux qui la connaissaient peuvent en témoigner. C'était une belle personne, aussi bien extérieurement qu'intérieurement. Judy Shemtoff mène enfin la vie qu'elle pense mériter. Tout va pour le mieux pour elle. Après des années éprouvantes en tant que mère célibataire, la vie de Judith n'a jamais été aussi belle. Et soudain, C'était une journée ordinaire. J'avais prévu d'aller au cinéma avec un copain d'enfance. Vers 20h, j'étais en train de me préparer. J'étais là-haut dans ma salle de bain en train de me sécher les cheveux et ma mère et Sammy étaient assis à table quand ça a sonné à la porte. Ma mère est allée répondre parce qu'elle pensait que c'était mon copain qu'elle connaissait depuis qu'on était petits. Judith ouvre la porte et au lieu de l'ami de sa fille, elle se retrouve devant 3 jeunes hommes qui tout à coup la poussent pour pouvoir entrer. Yamini se tenait en retrait alors que Calandra et Reynolds portaient des masques et brandissaient leurs armes. Tommy Reynolds avait un pistolet particulièrement gros, un calibre 45. Quand elle a ouvert la porte, Tommy Reynolds a tout de suite braqué son arme sur son visage. Ils sont entrés de force. Sam Shemtoff est arrivé dans l'entrée et c'est ce qui a probablement fait sursauter ou effrayer le tireur. Et comme il était sur les nerfs, il a accidentellement appuyé sur la gâchette et lui a tiré une balle en plein visage. Le bruit de l'arme a choqué tout le monde. Reynolds et Calandra sont partis en courant. Ils sont montés illico dans la voiture et ont pris la fuite. Ça avait mal tourné et personne n'avait prévu que ça dégénérerait à ce point. Je suis arrivée sur le palier qui surplombe l'entrée et j'ai crié « Qu'est-ce qui s'est passé ?» Ma mère était allongée par terre et elle ne répondait pas. Alors j'ai dévalé les escaliers en courant. Puis j'ai vu tout le sang autour de ma mère. Elle baignait dans une mare de sang. Sa fille Arlene appelle les secours et les supplie de se dépêcher. On était autour de ma mère en essayant de trouver d'où elle saignait. Cette pauvre jeune fille avec les cheveux mouillés pense que ça va être une journée normale. Et quelques minutes plus tard, elle baigne dans le sang de sa mère. Finalement, la police et l'ambulance sont arrivées, mais elle n'a jamais repris conscience. La police nous a demandé s'il y avait quelqu'un susceptible de lui vouloir du mal d'une façon ou d'une autre. C'était impossible que quelqu'un ait délibérément voulu lui faire du mal. Ça ne rimait à rien. Les hommes qui ont fait irruption dans la maison avaient entendu dire que Sammy Shemtoff amassait une grosse somme d'argent liquide. Il y aurait soi-disant eu un coffre-fort au sous-sol contenant plus de 300 000 $. S'il y avait de l'argent, ces types étaient prêts à le prendre de force. Ils n'avaient pas prévu de tuer, mais ils ont organisé une intrusion chez quelqu'un. Intrusion. Ça sonne très aseptisé. C'était un meurtre, une mort horrible. Le Binger et ses acolytes n'ont pas décroché le pactole qu'ils espéraient, mais ils ont vraisemblablement commis un meurtre en toute impunité. Ils ont jeté l'arme du pont Verrazzano et c'en était terminé. Les preuves se sont peut-être envolées. Mais les indices sur ce crime referont surface un jour parmi le beau monde de South Beach, à Miami.
Après avoir quitté précipitamment Staten Island en direction de Brooklyn, 4 hommes à bord d'une voiture traversent en trombe le pont Verrazzano. Ils lancent un pistolet dans l'eau. L'un d'eux vient de faire feu sur Judith Shemtoff en plein visage alors qu'elle se tenait sur le pas de sa porte à Staten Island. Son mari, Sammy Shemtoff, et sa fille Arlene ne comprennent pas ce qui vient de se passer, ni pourquoi. C'était une situation très difficile à vivre. Vous perdez la personne qui a toujours été là pour vous et qui s'est toujours occupée de vous. C'est vraiment inimaginable. J'ai perdu non seulement ma mère, mais aussi ma meilleure amie. La police de New York a fait de son mieux pour enquêter, mais il n'y avait pas de preuves médico-légales. On n'a pas retrouvé le pistolet et il n'y avait aucun témoin. Ces jeunes hommes qui l'ont tuée n'ont laissé absolument aucune trace. La police a minutieusement exploré la piste de la famille parce qu'elle soupçonnait le coupable de connaître la victime. Ils ont interrogé l'ancien compagnon de Judith et l'ont soumis au détecteur de mensonges. Ils voulaient savoir s'il aurait pu lui faire du mal, mais il n'avait rien fait. Sammy a également déclaré à la police qu'il avait eu des conflits avec son ex-femme concernant de l'argent. Mais cette piste n'a mené nulle part. Voulant à tout prix savoir qui a tué sa femme et pourquoi, Sammy Shemtoff lance publiquement un appel à l'aide. Sammy a proposé une récompense à quiconque détiendrait des informations. 15 000 $ pour celui qui permettra d'arrêter l'assassin de Judith Shemtoff. Mais ça n'a rien donné. Quatre hommes avaient débarqué de nulle part et filé en voiture dans la nuit. C'est devenu une affaire classée sans suite. À 20 minutes de là, dans un autre quartier de Staten Island, vit le chef du gang qui a assassiné Judith Shemtoff. Il s'agit d'un jeune voyou ambitieux surnommé The Binger. Le véritable prénom du Binger est Christian, fils de George et Marguerite Ludvigsen. Chris est né et a été élevé dans un quartier de Brooklyn à forte population italienne. Il était le deuxième d'une fratrie de 3. Son père travaillait dans des boîtes de nuit et je crois qu'il avait un casier judiciaire. George Ludvigsen s'est fait tirer dessus plusieurs fois et il est devenu accro aux antalgiques. L'enfance de Chris a probablement été marquée par l'addiction de son père à la drogue. Chris disait à tout le monde que son père était mort. Mais en fait, c'est parce qu'il refusait d'être lié à son père qu'il détestait. Vers l'âge de 16 ans, sa famille a emménagé à Staten Island, de l'autre côté du pont Verrazzano. Ils emménagent dans une maison sur Mercury Lane, dans un quartier où vivent les membres des grandes familles de la mafia new-yorkaise. Chris avait honte de son père. C'est pour ça qu'il a pris le nom de sa mère, qui est Paciello. Et puis aussi parce que c'est un nom italien, alors que Ludvigsen est un nom allemand et qu'il voulait mieux s'intégrer et être plus affilié aux Italiens. Chris laisse tomber le lycée. Il commence à traîner avec des personnes peu fréquentables dans le quartier majoritairement italien et cherche à gagner de l'argent facilement. Il avait des problèmes à la maison avec son père, il y avait la mafia. Chris Paciello commence à travailler pour les hommes qui règnent sur le quartier. Selon ses camarades du clan, Chris Paciello rapporte bien. Dans la mafia, il faut ramener du fric. C'est aussi simple que ça. Et plus on ramène d'argent, mieux on est vu par la famille. La grande gloire de Chris Paciello était de voler du gros matériel sur les chantiers, de l'utiliser pour défoncer le mur d'une banque où se trouvait le distributeur et de voler tout l'argent liquide. Il hérite rapidement de son surnom, de Binger. C'était un véritable entrepreneur criminel à Brooklyn et Staten Island. Il jouait les gangsters, il rêvait d'en devenir un. Il a commencé à gagner suffisamment d'argent pour impressionner certains mafieux qui avaient fait leurs preuves.
Il était efficace non seulement pour se procurer de l'argent, mais aussi pour payer le tribut aux membres de la mafia haut placés. Des vols de distributeurs, il est passé au cambriolage de banques. Il gravissait les échelons de manière fulgurante. Chris Pacello a un seul et unique amour. Ce n'est pas sa mère, ce n'est pas son père, ce ne sont pas ses amis, ça n'a jamais été une petite amie, c'est l'argent. Le 18 février 1993, 3 jeunes hommes envoyés par Chris Pacello font irruption au domicile des Chemtov à la recherche du coffre-fort que Sammy Chemtov garde au sous-sol. Le Binger avait eu l'information que Sammy Chemtov gardait de l'argent chez lui. Sammy était un homme très riche. Il s'occupait d'un grand nombre d'entreprises et il a commencé à se vanter à quelques personnes du voisinage qu'il ne faisait pas confiance aux banques et qu'il gardait tout son argent liquide chez lui. Au lieu du cambriolage initialement prévu, il tue Judith Chemtov. Mais le meurtre n'arrête pas le Binger. Pendant et après la période du meurtre de Chemtov, Ludvigsen a continué à commettre des crimes. En 1994, il a commis son plus gros braquage de banque. Ses acolytes ont volé la banque Westminster et ils se sont enfuis avec une grosse somme d'argent. Le montant du braquage orchestré par Ludvigsen s'élevait à plus de 300 000 $. Et c'est après qu'il est parti s'installer à South Beach. C'est le week-end de la fête du travail. Chris Pacello arrive dans le quartier de South Beach, à Miami. Il est venu pour investir son pactole et relancer une discothèque délabrée financée par la pègre. Il s'agissait d'une boîte de nuit qui s'appelait Mickey's et qui avait appartenu en partie à Mickey Rourke. C'était une boîte de nuit miteuse, une sorte de bouge. Mickey Rourke n'était pas très doué dans la gestion de cette boîte. Elle n'était pas rentable. Pacello achète la boîte de nuit à Mickey Rourke et son associé, puis la rebaptise. Pacello a ouvert sa première boîte de nuit et lui a donné le nom pertinent de Risk. Pacello est associé avec un homme de Staten Island, créateur prospère de discothèques et dealer de drogue. Chris Pacello est entré en contact avec un roi de la nuit très connu appelé Lord Michael Caruso. Michael Caruso a exporté les talents de New York en Floride. À l'époque, la musique était avant-gardiste pour Miami. Je crois qu'ils ont organisé une soirée hip-hop avant que ce genre de soirée ne se répande. Au début, Chris travaillait en coulisses. Il ne se mettait pas sur le devant de la scène parce qu'il était nouveau dans le métier. Chris Pacello travaillait dans l'ombre. En revanche, son associé était le visage public de Risk. Risk devient la boîte de nuit à la mode à South Beach pendant quelques mois. Mais le succès ne tarde pas à retomber. Pacello et Caruso se brouillent. Risk était visiblement risqué puisqu'elle ne rapportait pas. Ça n'a pas marché aussi bien que prévu. Et ensuite, il y a eu un incendie et la discothèque a entièrement brûlé. 6 mois après son ouverture, la boîte de nuit a été réduite en cendres. Les enquêteurs ont conclu ou pensé à un incendie volontaire, mais ils n'avaient aucune idée de qui ça pouvait venir. Et Ludvigsen a reçu une très grosse indemnité pour ce sinistre. La somme d'argent est suffisante pour ouvrir une autre boîte de nuit. Chris Pacello, âgé de 24 ans, n'a plus besoin de Mike Caruso. Il a trouvé quelqu'un d'autre qui possède les relations dont il a vraiment besoin. Ingrid Cazares était la fille d'un homme d'affaires américano-cubain très riche. Ingrid a grandi dans les boîtes de nuit de South Beach. Elle avait elle-même acquis une certaine notoriété. Ingrid Cazares était très connue et très bien établie dans la région de South Beach. Elle comptait de nombreuses stars parmi ses amis. Ingrid Cazares devient à son tour une célébrité internationale de par son amitié avec Madonna. Par l'intermédiaire de Madonna, elle connaissait beaucoup de célébrités à Miami. Il est très calculateur dans tout ce qu'il entreprend. Il a toujours aspiré à autre chose. Il ne s'est jamais considéré comme un gamin de Brooklyn. Il s'est toujours imaginé comme quelqu'un hors du commun. C'était un opportuniste et il était suffisamment intelligent pour profiter des opportunités que la vie lui offrait. Chris Pacello savoure le feu des projecteurs de la vie mondaine la plus trépidante de Miami. Personne ne sait rien du Binger, ce voyou de Brooklyn au passé criminel. Pacello est désormais le roi de South Beach.
Mais à Miami la branchée, rien ne dure éternellement. Ingrid Cazares, l'amie de Madonna, ouvre une nouvelle boîte de nuit dans le quartier de South Beach, à Miami, avec un ancien voyou de Brooklyn du nom de Chris Paciello. Le voleur et arnaqueur connu sous le surnom de The Binger s'apprête à frapper fort. Ingrid Cazares va lui ouvrir les portes du monde des stars. Chris a embauché Ingrid pour concevoir et promouvoir Liquid, sa boîte de nuit. Tout le monde voulait aller dans cette boîte de nuit. Tout le monde. Madonna a fortement contribué à la réussite fulgurante de Chris Paciello. Ingrid a fait venir Madonna, qui a fait venir toutes les autres célébrités. Lors de la soirée d'ouverture, les projecteurs illuminaient le ciel. Les limousines s'arrêtaient et il y avait énormément de monde. Tout le gratin voulait entrer dans la boîte de nuit d'Ingrid et Chris et se faire prendre en photo. Si vous ne pouviez pas entrer au Liquid, autant ne pas aller à South Beach. Cette fois, Chris n'est pas resté en coulisses. Il se montrait au grand jour. Il était très charmant. Au lieu d'incarner le Binger de Staten Island, il se crée une nouvelle image. Pour faire peau neuve, Chris reçoit l'aide précieuse d'Ingrid Cazares, qui refait sa garde-robe et le métamorphose complètement, aussi bien en termes de tenue vestimentaire que de savoir-vivre et de comportement. C'était un bad boy sexy. Ça me rend un peu cynique, tous ces gens qui aiment s'agglutiner autour des personnes peu fréquentables, tels des papillons de nuit attirés par une flamme. Il s'exerce une sorte de charme, d'attrait, de danger dans le fait de côtoyer quelqu'un qui joue avec le feu. Les gens voyaient que Chris Paciello avait un côté très obscur. Chris était toujours en contact avec de nombreux partenaires de la mafia qu'il connaissait à New York. Les gens savaient que c'était un dur, et c'est ce qu'ils aimaient chez lui. Il n'est pas très bavard, ce qui lui donne un air mystérieux. Et c'est quelque chose chez lui qui a toujours particulièrement plu aux femmes. Les gens l'imaginaient tel qu'ils voulaient le voir. Les femmes étaient attirées par lui, ça ne fait aucun doute. Il est sorti avec des femmes magnifiques. Il est sorti avec Jennifer Lopez et Nikki Taylor. La plus grande liaison qu'il ait eue, c'est avec Sofia Vergara. Chris Paciello, âgé de 24 ans, est désormais un homme d'affaires riche et respecté, ainsi qu'un Casanova notoire. Mais Love Majewski, une ex-petite amie de Staten Island, a un souvenir de lui très différent. J'étais jeune et je suis tombée amoureuse de ce type que je trouvais impressionnant et qui allait me sauver. Il jouait très bien les héros, les chevaliers. J'ai commis une grave erreur en faisant confiance à cette personne. À l'époque, il a commencé à lever la main sur moi. Dès qu'il était de mauvaise humeur ou que quelque chose n'allait pas, il se vengeait sur moi. Il était agressif, violent. Il était très costaud, très fort. Dans les bagarres, c'est lui qui avait le dessus. Et c'était un voyou. Il avait un tempérament explosif. Il courait dans la boîte de nuit bondé dans son costume très cher et à la moindre provocation, il pétait un plomb. Il y a une anecdote célèbre où Mister Univers, donc un type très baraqué, en l'occurrence Mike Quinn, était dans sa boîte de nuit lorsqu'une dispute éclate et là, Chris lui fracasse une bouteille sur la tête. L'affaire a été portée devant le tribunal, mais il a été conclu que Chris avait agi en légitime défense. C'est l'une des nombreuses fois où Chris Paciello a laissé exploser sa colère. Il aurait dû laisser le videur s'en charger. Les gens savaient que Chris pouvait être violent dans une bagarre et qu'il tabassait ceux qui se comportaient mal dans sa boîte de nuit. Je crois qu'il y a plus qu'une immense rage au fond de lui. Il suffit de bien gratter la surface pour en percevoir toute l'ampleur. Ce qui va le faire tomber, ce n'est pas la drogue ni l'alcool, mais la colère.
Le tempérament explosif de Paciello lui vaut d'être connu par la police locale. Ses victimes portent plainte. Le plus souvent, les affaires sont réglées à l'amiable. Rien ne semble ternir sa réputation. C'était le roi de South Beach. On aurait dit qu'il était béni des dieux. Rien ne semblait l'atteindre. Il avait un yacht et un palais sur Flamingo Drive. Il roulait en Mercedes. À South Beach, c'était un héros. Les gens l'adoraient. Ludwigsen disparaissait. Il était maintenant Chris Paciello, le Golden Boy. Deux ans après l'ouverture du Liquid, Paciello embauche Andrew Dollar, agent de Miami Beach et ancien policier de Brooklyn, pour renforcer la sécurité. Je travaillais dans la boîte de nuit en dehors de mon temps de service. Chris arrivait, on parlait. Le courant passait bien. Andrew vient de Brooklyn, comme lui, alors ça les rapproche. Chris se laisse avoir. Non seulement il a une source au sein de la police de Miami, mais il a aussi un nouvel ami. Chris était le genre de type avec qui il était très facile de sympathiser. C'était quelqu'un de très agréable. Mais s'il ne vous aimait pas, là, c'était pas la même histoire. Dollar offre à Paciello plus que son amitié. Il l'informe des descentes de police antidrogue à venir dans sa boîte de nuit. Cela donne à Chris l'impression d'être un caïd. Il a un flic sous la main comme les vieux chefs de Brooklyn. Et pour lui, avoir un flic qui était légitime, ça permettait d'asseoir son image. C'était énorme. La loyauté de Dollar est mise à l'épreuve lorsque l'un des collaborateurs du Liquid trahit Paciello. L'un de ses collaborateurs a claqué la porte pour ouvrir cette immense boîte de nuit à 2 pas d'ici. Chris était très contrarié. Il m'a dit « Il faut qu'on s'occupe de ce mec. Il voulait que j'intervienne pour l'aider à le tuer. » Je veux qu'il se fasse buter. Voilà ce qu'il a dit. Et je lui ai répondu « Écoute, je vais m'en charger. » Chris Paciello ne peut pas perdre une bataille. Parce que c'est une question de respect. Et parce que sa réputation est en jeu. C'est quelqu'un qui se bat par jeu. Face à la concurrence d'une boîte de nuit rivale, Chris Paciello demande à son agent de confiance, chargé de la sécurité, Andrew Dollar de la police de Miami, de se débarrasser du propriétaire encombrant, de façon permanente. Je lui ai dit « Si on fait ça sur la plage, je vais pouvoir m'en charger. » Il a dit « D'accord, on fait ça, ça marche. » En fait, il veut qu'il tue ce propriétaire de boîte de nuit. Mais plus d'un mois plus tard, le propriétaire de la boîte de nuit concurrente est toujours en vie. Et pire encore, sa boîte amasse de gros bénéfices. Mais finalement, il s'avère que la concurrence d'une discothèque rivale est le cadet des soucis de Chris Paciello. Le FBI avait essayé d'épingler Chris Paciello. Il était dans le blanchiment d'argent, le trafic de drogue. Il avait des contrats avec les familles de la mafia new-yorkaise. Le FBI ne pouvait pas infiltrer des agents secrets. Il les détectait toujours. Après avoir pisté Paciello pendant 6 ans, le FBI voit son enquête déboucher sur une impasse. Cherchant un moyen d'entrer dans la boîte de nuit, les enquêteurs apprennent qu'un dur de Brooklyn qui se trouve être un policier de Miami y travaille. Le FBI convoque donc l'agent Andrew Dollar pour une petite conversation. J'ai cru qu'ils voulaient juste faire appel à mes lumières. Je leur ai dit « Pourquoi vous ne prendriez pas un agent de police en le faisant passer pour un flic corrompu ? Ça n'a pas encore été tenté. » Et là, ils me regardent comme si j'avais eu l'idée de génie et ils me disent « D'accord, quand pouvez-vous commencer ?» Alors je leur réponds « Moi, je me lance pas là-dedans. » Mais mon patron m'a persuadé de le faire. Ce que Chris ne sait pas, c'est qu'Andy Dollar, ancien agent au sein de la police de New York, travaille secrètement pour la police de Miami et le FBI. Dollar passe les 2 années suivantes à se rapprocher de Paciello. Un petit futé qui ne baisse pas sa garde facilement.
C'était constamment le jeu du chat et de la souris. Je devais rester le même qu'au début. Je devais faire attention si je portais un micro. On se rencontrait toujours dans les endroits bruyants, une salle de billard ou une boîte de striptease. Andy Doller avait tout à fait le profil. Il aurait pu se fondre aussi facilement dans la masse à Brooklyn qu'à South Beach. Avoir affaire à un homme qui a tendance à être violent et surtout qui est lié aux personnes les plus violentes de la planète, j'avoue que souvent j'avais le sentiment d'être en danger. Ce n'est qu'une fois arrivé chez moi et qu'une fois couché que j'en prenais conscience. Andy Doller est devenu tellement proche de Chris que, chose incroyable dans ce milieu, celui-ci lui a présenté Ali Boy Persico, le chef de la famille Colombo. Ali Boy Persico est un gangster notoire et impitoyable. Là où il y a de l'argent à se faire, la mafia vient et veut sa part. Ludwigsen versait régulièrement à Persico une part du montant de ses recettes du liquide. Chris m'a appelé pour me dire « On va aller faire un tour en bateau ». On se dirige vers le nord, le long de la côte, près d'un bar situé les pieds dans l'eau. On s'arrête et là, je vois Alphonse Persico. Je sais pertinemment qui est cet homme. Chris l'ignore, mais le piège va bientôt se refermer. Maintenant que je rencontrais les chefs des familles de la mafia, c'était une grande avancée dans l'enquête. À la fin de l'année 1999, le bureau du procureur de Brooklyn avait obtenu un acte d'accusation et un mandat d'arrêt. Ce qu'Andy Doller et les agents de la police de la Floride ne savent pas, c'est qu'à New York, un détachement spécial a découvert la preuve de l'implication de Paciello dans un crime qui a la priorité sur l'affaire de Miami. Tout commence à se déliter pour Chris Paciello. Ses anciens acolytes identifient Chris Paciello comme le chauffeur de la voiture qui a pris la fuite et qui avait planifié le cambriolage raté ayant abouti au meurtre de Judith Shemtoff. Quand j'ai appris qu'ils avaient trouvé les coupables, c'était 7 ans après sa mort. Ça m'a rendu malade de savoir que cet homme menait la belle vie, gagnait plein d'argent et faisait la fête tous les soirs après avoir été impliqué dans la mort de ma mère. Il s'est mis à vraiment réaliser que son passé allait peut-être le dévorer. Chris Paciello, le roi de la nuit, avait été démasqué comme étant Christian Ludwigsen, gangster de son état. Il risquait la prison à vie. Il a commencé par plaider non coupable. Chris has no felony convictions. We knew that the government was investigating. They've done everything they can to try to find something. And as it stands right now, they have found nothing. Ses avocats le décrivaient comme un homme d'affaires très bien, un philanthrope qui n'avait aucun lien avec la mafia. Ils étaient offusqués. C'était une affaire extrêmement contestée. Le voyou de Brooklyn, surnommé The Binger, avait toujours été impuni. Maintenant, le roi de South Beach, Chris Paciello, a l'intention de l'emporter sur la justice une fois de plus. Mais cette fois-ci, ses célèbres amis pourront-ils l'aider ? South Beach est ébranlé par l'arrestation de son Golden Boy, Chris Paciello, pour racket, cambriolage de banque et meurtre. Au début, quand il a été arrêté, toutes les célébrités et toutes ses petites amies le soutenaient. Tout le monde est venu au tribunal. His case drawing crowds of Miami Beach's most beautiful to court. He's innocent, and I think everyone here today knows that he is. Tout son entourage disait qu'il était innocent, qu'il était accusé à tort, que jamais il n'aurait fait ça. Ils se sont dit, pas lui, ça doit être quelqu'un d'autre. Ou si c'est lui, il s'est rattrapé pour toutes les erreurs qu'il a commises. Avec un peu d'argent, les gens se contentent de fermer les yeux sur ce que vous faites. Mais là, il y a une famille qui a perdu sa mère et qu'il ait ou non appuyé sur la détente, il fallait qu'il réponde de ses actes. Pour la famille de Judith Shemtoff, justice pourra probablement bientôt être faite.
Il est allé à Miami pour ouvrir toutes ces boîtes de nuit. Et il est devenu très connu, sans même se soucier d'avoir pris la vie de ma mère et gâché la vie de ses proches par la même occasion. Paciello persiste à clamer son innocence quelques minutes avant le début du procès. Ce soir-là, il est entré et il s'est mis à parler. Il a finalement plaidé coupable et il est devenu témoin du gouvernement. Chris dénonce tout le monde, ses chefs, ses amis, ses subalternes, et il ne tarde pas à lâcher les plus grands noms du crime organisé. Il balance les membres de 3 familles mafieuses sur les 5 de New York, dont Alphonse Persico. Il serait un membre haut placé de la mafia, un soi-disant parrain qui a finalement été condamné et qui passe actuellement sa vie en prison. En contrepartie, Chris a vu sa peine réduite. Il aurait pu prendre perpète. Il est finalement condamné à 7 ans de prison. Il en purgera 6. 2 des hommes qui se sont introduits au domicile des Chemtov, Jimmy Calandra et Michael Yamini, coopèrent également et écopent de peines allégées. Tommy Reynolds, l'homme qui a tué Judith Chemtov, plaide coupable de meurtre. Chris a envoyé Tommy en prison à vie. Tommy Reynolds a d'abord été condamné à la prison à perpétuité, et je trouvais qu'il s'en sortait bien. Finalement, il a écopé de 37 ans de prison, et s'il en sort un jour, il sera très âgé. Est-ce juste? Je n'en suis pas sûr. Mais j'espère que la famille aura le sentiment que ça l'est. Il a dit que c'était un accident, qu'il était désolé et qu'il n'avait aucune intention de commettre ce geste. Mais ça ne change rien à ce qu'il a fait. Je n'éprouve pas de pitié pour lui. Il a pris la vie de quelqu'un sans raison. Il mérite de passer le restant de ses jours en prison. Quand Chris Paciello est libéré de la prison fédérale en 2006, on lui propose une nouvelle identité. Ils lui ont proposé le programme de protection de témoins, mais il y a rapidement renoncé. Il ne supportait pas l'idée et il a décidé de sortir du programme. Personne ne pensait qu'il resterait en vie. Le code de la mafia, c'est « si tu balances, t'es mort ». Mais Chris Paciello ne cherche pas à se cacher. Il rentre en héros à South Beach. Il y a été accueilli à bras ouverts. Comment se fait-il que Chris Paciello soit encore en vie? Il a balancé des personnes influentes. Le plus étonnant dans cette histoire, c'est qu'il a survécu. Il n'a pas subi la sanction que l'on aurait imaginée de la part de la mafia à l'encontre d'un informateur. J'en parle souvent avec mes amis de la police de New York. Il n'a pas balancé les petits dealers de drogue qui travaillaient pour la mafia. Il a balancé les grands pontes et il a continué à se pavaner à South Beach sans paraître inquiet le moins du monde. C'est totalement inexplicable à mes yeux. Il a dû recevoir de la poudre magique une fois de plus. Parce que c'est comme si rien ne s'était passé. Voilà un homme qui a plaidé coupable de racket, de meurtre et de cambriolage de banque et qui maintenant vit la belle vie. Sa spécialité, c'est la fumée et les miroirs, comme la boîte de nuit. Quand vous allez dans une boîte de nuit la journée, c'est sale, le bar est dégoûtant, ça sent l'alcool, il y a des taches sur la moquette. Mais la nuit, c'est un monde totalement différent. Ça paraît magnifique. En fait, la fumée et les miroirs constituent l'analogie parfaite pour lui. Mais les miroirs se fissurent et la fumée se dissipe. Il est tel qu'il est, ça ne changera jamais. Il restera toujours impliqué dans le meurtre d'une femme innocente sans aucune raison. Je ne pense pas qu'il éprouve des remords pour ce qu'il a fait. Est-il possible qu'il ait changé? Bien sûr. A-t-il trouvé Dieu en prison? C'est le cas de nombreux détenus. Est-ce qu'il essaie de vivre sa vie autrement? Peut-être. Pour moi, quelqu'un qui a vécu de manière aussi grotesque que Chris Paciello doit être au fond de lui un vrai mafieux. Chris Paciello reprend le cours de sa vie là où il l'avait laissé,
il a la chance de pouvoir tout recommencer. Judith Shemtoff, elle, n'a jamais eu cette chance. Je pense à tout ce qu'elle a loupé. Elle aurait dû être là à notre mariage. Elle aurait été la meilleure grand-mère au monde. Elle a travaillé dur toute sa vie et elle n'a jamais eu l'occasion d'en profiter. Une femme innocente de 46 ans. La dernière vision que j'ai d'elle, c'est son corps se vidant de son sang. On ne peut pas effacer ça de sa mémoire. Ça restera à jamais gravé en moi.